Bonjour Myriam, comment ça va? Bonjour Alexandre, ça va super, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Je suis Myriam Roche, je suis la fondatrice du média qui s'appelle Les gens d'Internet. C'est un site spécialisé dans l'actualité des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Tous les jours, on écrit des articles sur ce sujet pour une cible de professionnels qui travaillent dans la communication, le marketing, le social media ou encore dans l'influence. Et notre objectif premier, c'est de leur permettre de faire leur veille plus facilement sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc on va parler chaque jour de créateurs de contenu, de campagnes d'influence, de nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux pour un peu faciliter leur accès à cette actualité qui est essentielle dans leur travail. Et ça va justement être le sujet de ce podcast, l'information et la formation des créateurs de contenu et de toutes ces personnes qui gravitent autour. Est-ce que tu peux nous dire d'abord comment tu t'es retrouvé dans ce milieu de la créateur économie? Est-ce que c'est une passion à la base? Est-ce que tu as fait des études de journalisme? Comment tu t'es retrouvé là? Alors c'est à la fois une passion et à la fois l'étude de journalisme qui m'y a emmené. En fait, depuis que je suis au collège, je suis les créateurs de contenu. Donc dans un premier temps, ça a été les blogueuses mode notamment. Je me Oui. rappelle être tombée sur un article de Grazia qui mettait en avant Kenza, Adeline Rapon, etc. Et en allant sur leur blog, j'étais à la fois fascinée et hyper intéressée par leur manière de faire et de en fait d'écrire des articles qui accessibles à tout le monde en partant de zéro, juste via un blog accessible en quelques clics. Et ça m'a tout de suite fascinée et j'ai voulu les suivre. Donc tous les jours, à l'époque, elle publiait un article tous les jours. Donc tous les jours, je Ouais. me rappelais qu'à à la fin de la journée, j'allais me connecter sur l'ordinateur pour voir les derniers articles qu'elle pouvait poster. Et puis au fur et à mesure, évidemment, j'ai commencé à suivre aussi des youtubeurs, puisqu'à peu près à la même époque, il y a les premiers youtubeurs qui sont arrivés. Puis ensuite, il y a eu C'était en quelle année? Instagram. Et puis, alors, c'était un peu avant 2010. C'était, je crois, D'accord. autour de Donc vraiment au tout début. 2007-2008. Vraiment au tout début. Mais je sais qu'avant, il y avait aussi d'autres blogueurs qui avaient leur propre site, notamment des blogueurs plus spécialisés dans la tech. Donc, moi, je suis vraiment Ouais. arrivée là-dedans avec ces blogueuses mode parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Et donc, je les ai suivies toutes ces dernières années avec leur évolution et l'évolution du métier comme tu le connais. Et j'ai toujours été assez fascinée par voir en fait d'où elles sont parties, enfin d'où ces créateurs de contenu sont partis et jusqu'où ils sont arrivés aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire à monétiser toute cette audience et puis à la faire grandir chaque année. Et en parallèle, j'ai toujours rêvé de devenir journaliste. Donc en fait, voir ces personnes créer des espaces où ils pouvaient partager de l'information sur une passion, ça m'a toujours hyper intéressée, puisque moi, les seuls retours que je pouvais avoir quand je disais que je voulais devenir journaliste, c'était de me dire, bon, tu vas galérer parce que t'as pas les contacts dans ce secteur-là. Et Ouais. dans un coin de ma tête, j'avais, oui, ok, j'ai pas de contact, mais en fait, j'ai des exemples de ces personnes qui ont lancé des sites et qui font comme les magazines mode, les magazines féminins ou comme les magazines tech, ils partagent de l'information, donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. Et donc j'ai continué mes études dans ce secteur-là jusqu'à arriver au Huffington Post, où j'ai intégré le service société du site en France et quand je suis arrivée, j'avais dit à mes chefs, voilà, les sujets qui m'intéressent, c'est la culture web, les réseaux sociaux, etc. Donc j'étais un peu la journaliste spécialisée dans ce secteur-là, mais je faisais pas assez de sujets à mon goût parce qu'il y avait il y a énormément de choses à dire. Et je le vois actuellement avec le site. Et donc, plutôt que d'être frustrée, je me suis dit, bon, les sujets qui veulent pas, je vais les publier sur un site, un blog, que moi, je vais lancer en parallèle, avec pas de très grandes ambitions hein, pour le début. C'était juste moi une manière de me dire bon j'ai envie d'écrire là-dessus, je vais commencer. Et en fait, malgré moi, on va dire, plus je publiais, plus j'ai eu commencé à avoir des visites. Et puis les premiers mails sont arrivés en me demandant bon voilà qui sont les gens d'internet, est-ce que c'est une nouvelle agence d'influence, est-ce que c'est des nouveaux talent managers, etc. Et en Et recevant non. ces mails, je me suis rendu compte que c'était non, pas du tout. Mais en recevant ces mails, je me suis rendu compte que c'était des personnes qui évoluaient au sein d'agences parisiennes. Et ça m'a pour le coup étonnée parce que je pensais que mes articles allaient notamment intéresser le grand public, alors que pas du tout. Et en discutant avec eux, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un média professionnel qui manquait dans leur quotidien, dans leurs sources, etc. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le lancer. Et donc, pendant 2 ans, en parallèle de mon travail au Huffington Post, j'ai fait grandir ce média jusqu'à quitter le Huffington Post pour me lancer à temps plein sur les gens d'Internet il y a maintenant pratiquement 2 ans.
C'est une belle histoire. Donc, est-ce que tu te vois justement comme créatrice de contenu au final? Non, non, je continue de me voir comme journaliste. D'accord. Effectivement, on crée du contenu puisqu'on partage l'information sur les différents réseaux sociaux et via ce blog-là. Mais j'ai pas du tout la casquette de créatrice de contenu où je vais accompagner les marques pour qu'elles puissent communiquer au mieux sur les réseaux sociaux, etc. Nous, on fait vraiment un travail de journaliste où on a des partenariats parfois avec des entreprises, mais pour créer de l'information. Donc tu te vois vraiment comme un véritable média au sens historique du terme. Tu as parlé du fait Exactement. que tu t'adressais principalement au B2B, c'est-à-dire aux autres professionnels. Euh, Est-ce que c'est une volonté sur le long terme ou est-ce que tu as aussi l'ambition avec les gens d'Internet un jour de toucher un public plus large? Pour le moment, notre volonté, c'est vraiment de rester sur ce segment de professionnels parce que c'est hyper intéressant en fait d'analyser aussi de ce point de vue-là l'utilisation des réseaux sociaux plus que d'un point de vue grand public où on va aller parler davantage de bad buzz, davantage de sujets qui deviennent viraux, etc. Là, on est plus dans l'analyse concrète de ce qu'est un réseau social, de comment on l'utilise au niveau business. Et je pense que c'est toute une partie qu'on comprend pas forcément encore aujourd'hui très bien, en tout cas quand on travaille pas dans ce secteur-là. Et du coup, c'est assez intéressant de parler avec des personnes du grand public qui n'imaginent pas à quel point il peut y avoir toute une industrie sur les réseaux sociaux et autour des influenceurs. Et je pense que c'est un peu notre manière de nous différencier de ce qui peut être fait ailleurs ou de ce qui peut arriver par la suite. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur ce segment professionnel parce que c'est déjà assez compliqué de se faire une place dans un milieu professionnel quand tu n'y évolues pas forcément depuis le début. Donc on a réussi à le faire. Donc l'idée, c'est de continuer et de progresser sur ce sujet-là encore ces prochaines années. Et pour la partie grand public, j'ai toujours Ouais. eu des questions à ce sujet-là, de savoir pourquoi est-ce qu'on n'allait pas sur cette partie grand public. Et je pense que faudrait parler de ce secteur-là encore de manière totalement différente de ce qu'on fait pour le moment aujourd'hui. Donc, je pense que ce sera peut-être plus tard, mais en tout cas pas pour le moment. Est-ce que tu penses qu'il y a des médias dits traditionnels qui justement traitent bien de ce sujet auprès du grand public, puisque c'est aussi leur rôle, c'était aussi ce que tu faisais, je suppose, chez le Huffington Post. Tu traitais ça de manière voilà, grand public. Est-ce que tu vois des médias qui commencent à traiter ce sujet de manière sérieuse? Un des médias que j'aime bien lire sur ces sujets-là, c'est Le Monde et sa rubrique Pixel, où ils commencent à Oui. mettre davantage d'efforts sur cette partie création de contenu et créateur économie. Mais après, j'ai pas d'autres exemples parce que finalement, il y a à chaque fois des sujets, des papiers qui sont publiés dans les journaux quand il y a un gros sujet d'actualité. Par exemple, on prend Inoxtag, Inoxtag qui part grimper l'Everest là ces prochaines semaines. Bon, il y a une majorité de médias grand public qui en ont parlé, mais qui parlent pas forcément d'autres sujets liés aux réseaux sociaux ou aux créateurs de contenu quand il n'y a pas forcément une grosse actualité. Alors que Pixel, ils peuvent aller sur des sujets qui sont liés à la créateur d'économie sans qu'il y ait un gros créateur ou une grosse actualité qui émerge pour forcément en parler. Donc c'est le média que j'aime bien suivre sur ce sujet-là puisqu'il traite le c'est aussi intéressant pour nous de voir comment ils traitent ces angles-là de manière grand public, puisque nous, on est plus habitués à le faire pour une cible de professionnels. Mais sinon, j'ai pas d'autres exemples en fait en tête, en tout cas en France, ou de médias bien précis qui parlent de ces sujets-là et qui soient grand public. Donc les créateurs de contenu, on en parlait par exemple Inoxtag ou que ce soit Squeezie, les streamers, etc., touchent maintenant des centaines de milliers, voire des millions de spectateurs chaque semaine, chaque mois, euh, tout comme les personnes qui font du cinéma, les artistes de manière globale, même dans la musique. Ces derniers sont bien couverts, notamment par les médias traditionnels. Comment est-ce que tu expliques le fait que justement les créateurs, eux, ne le soient pas autant, alors qu'ils touchent tout autant de personnes?
La première explication qui me vient assez rapidement, c'est de me dire qu'il y a un manque de connaissances vraiment approfondies sur les sujets qui sont liés à la culture web et notamment tout ce qui est réseaux sociaux et monde de l'influence. Dans le journalisme, et tu as dû t'en rendre compte, on en parle souvent de ce secteur-là en pointant du doigt un peu tous les influenceurs de la télé-réalité, les influenceurs à Dubaï, etc. Mais on va jamais chercher plus loin en fait que tous ces bad buzz et que tous ces sujets qui sont viraux sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est parce que on a pris l'habitude en fait d'en parler de cette manière-là et qu'on va pas aller chercher plus loin. La seconde raison, c'est aussi de me dire que les personnes qui sont à la tête des médias, donc celles qui choisissent les sujets, elles sont pas forcément elles ont pas forcément grandi comme nous on a pu l'être avec les réseaux sociaux. Donc elles ont pas vu naître tout ce sujet-là autour, ce sujet de société autour de l'utilisation des réseaux sociaux et surtout le fait que aujourd'hui pratiquement tous les Français suivent au moins un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc elles sont pas habituées à ce type de sujet et pour elles ça reste encore quelque chose qui est dédié aux jeunes. D'ailleurs, on parle toujours, en tout cas très souvent dans la presse, comme les réseaux sociaux c'est pour les jeunes et ce qui s'y passe c'est vraiment pour les adolescents, etc. Alors que finalement non, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais on reste en fait à ces préjugés qu'on a depuis le début. Et le troisième point, c'est plutôt une anecdote, mais qui aussi, dans le fond, peut aider à comprendre le pourquoi du comment les médias, en fait, ne se saisissent pas forcément de ce sujet-là. J'ai discuté avec une journaliste qui travaille dans un média français qui est très connu et qui a pris l'habitude, en fait, d'écrire des sujets sur les influenceurs. Mais la question que je lui ai posée, c'est, OK, tu t'intéresses au monde de l'influence, mais c'est assez étonnant de voir que tous les articles que tu écris sont liés au sujet, aux influenceurs de la télé-réalité. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que pour toi, l'influence, elle va pas au-delà, etc. Elle m'a dit, moi, j'aimerais bien, en fait, parler de d'autres sujets, mais mes chefs sont satisfaits de ces sujets-là parce que c'est ceux qui font du clic et c'est ceux qui font vendre le papier. Donc il y a aussi une problématique économique en fait derrière. C'est-à-dire que sur Internet, tous les médias veulent faire du clic. Donc forcément, quand on parle de bad buzz, qu'on parle de quelque chose qui est mal fait, qu'on va critiquer les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est quelque chose qui fait cliquer. En revanche, si on veut faire le portrait d'un créateur de contenu, d'un vulgarisateur sur YouTube qui parle de sciences, de mathématiques, d'intelligence artificielle ou d'autres choses, forcément, ça va être un sujet qui est bien plus niche et qui va intéresser moins de monde et qui donc va faire moins de clics sur le site. Et vu qu'il va faire moins de clics, on va l'analyser comme c'est un sujet qui n'intéresse personne, alors que finalement, si, ça peut intéresser quand même pas mal de monde. Donc voilà pour moi, en tout cas, les trois raisons qui font qu'aujourd'hui, on ne parle pas énormément de la création de contenu sur le web comme on devrait. Il y a des créateurs qui ont pris le pari et le parti du coup de parler de toute l'actualité des autres créateurs, notamment sur TikTok et Instagram. On peut citer par exemple Gossip YouTube, qui est sans doute l'un des plus connus. Quelle est ta vision sur ces médias portés par des créateurs et leur ligne éditoriale? C'est intéressant de voir en effet au moment où ils se sont lancés la manière dont ils traitent ces sujets-là. Moi, pas qui me pose problème, mais que je trouve un peu décevant, c'est qu'ils vont pas au fond des sujets. C'est-à-dire qu'ils vont toujours parler des sujets qui font la polémique, qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais qui vont pas aller chercher parfois le sujet un peu plus niche sur le secteur de la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils vont se dire c'est pas intéressant ou parce qu'il y a une autre polémique à aller chercher. Donc ça c'est le premier point que je trouve assez décevant parce que sinon ils ont tous les moyens en main pour faire en sorte de construire une communauté. Et le second point, c'est que tu cites Gossip YouTube, rien que dans le nom en fait de ce compte-là, il y a le mot gossip et que ce que tu en retiens, c'est que ça va pas être de l'information de qualité, c'est-à-dire que ça va être du gossip, ça va être de l'actu qui sur les couples, sur les trahisons, sur les amitiés qui se déchirent, sur voilà, mais ça va pas être de l'actualité qui va porter sur un tel a sorti un nouveau format de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça peut fonctionner, pourquoi est-ce qu'il est parti sur ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'améliorer sa ligne éditoriale, etc. Ça reste en fait sur ces polémiques et sur ces petites choses à côté qui sont intéressantes, qui sont divertissantes, mais qui correspondent pas véritablement à moi la vision que j'ai de l'information dans ce secteur-là.
Est-ce que tu penses qu'aux États-Unis, ils ont trouvé le moyen de le faire de manière plus profonde? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de créateurs qui font des enquêtes, qui durent parfois 50 minutes. J'ai l'impression aussi que certains créateurs commencent à s'y mettre en France. Est-ce que tu as cette vision? Est-ce que tu t'intéresses aussi à ce qui se passe outre-Atlantique? Ouais, je suis notamment des journalistes qui travaillent dans des médias comme The Insider, qui ont en fait des équipes de reporters spécialisés dans la creator economy. Et il y a aussi des journalistes en indépendant qui travaillent régulièrement avec le New York Times, qui ont leur chaîne YouTube, etc. Donc effectivement, on voit aux États-Unis, mais depuis des années, une partie de créateurs de contenu et de journalistes qui émergent et qui s'intéressent à cette creator economy, mais de manière vraiment sérieuse, approfondie, où on va aller chercher des sujets, on va aller faire des interviews, on va aller creuser, on va aller analyser ce que disent les réseaux sociaux, on va essayer d'aller trouver quelqu'un pour une interview chez les réseaux sociaux ou auprès des créateurs de contenu qui ont des choses à dire, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir la manière dont ça évolue. Je suis aussi également, par exemple, Colin and Samir, qui ont une chaîne YouTube, une newsletter, etc. et qui sont, leur, euh, leur cœur de métier, c'est ça, c'est de faire parler les créateurs de contenu, de parler de l'actualité, de mettre en avant les nouveaux outils destinés aux créateurs de contenu, etc. Et ce sont des créateurs de contenu à la base. Donc c'est intéressant de voir effectivement l'évolution, de voir que, on va dire au moment du Covid, du confinement, il y avait beaucoup de ces comptes, et même avant, très gossip, qui étaient aussi ultra présents aux États-Unis, mais que depuis quelques années, ça s'est vraiment, ça a évolué et que ce qui est mis en avant, ou en tout cas ce que je vois peuper moi sur mes réseaux sociaux, mais c'est peut-être parce que je les suis aussi, c'est ces profils-là qui ont un regard beaucoup plus professionnel et beaucoup plus analytique en fait de ce secteur-là, ce qui pour moi beaucoup plus intéressant. Et comme on le sait, ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive en France quelques temps après. Je serais pas très étonnée de voir que l'évolution, en tout cas sur l'actualité, sur la manière dont on traite cette actualité au sein des médias et même sur les réseaux sociaux, voir ça évoluer ces prochaines années, ces prochains mois en France. Et paradoxalement, c'est pas YouTube, mais d'autres plateformes comme Prime Video notamment commencent à sortir des séries documentaires. Est-ce que tu as pu voir celles qui sont sorties récemment, notamment sur Squeezie et une agence française bien connue? Je les ai vus, ouais, ouais, ouais. Donc c'était intéressant effectivement de voir ces plateformes-là arriver avec des sujets liés à la creator economy. Et dernièrement, il y a aussi eu un documentaire sur Jérôme Jarre, donc qui est pareil lié C'est à tout vrai. ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc c'est intéressant en effet. Alors, si je peux te donner plus de détails et plus mon avis là-dessus, c'est que les deux premiers, à savoir Squeezie et l'agence d'influenceurs, ce sont des séries qui sont en quelque sorte autoproduites, pardon. Ce sont des séries qui sont autoproduites. C'est-à-dire que la première sur Squeezie, c'est son équipe qui a réalisé le documentaire. La seconde sur l'agence d'influenceurs, c'est l'agence derrière qui a aussi eu son droit de regard. En ce qui concerne Jérôme Jarre, c'est totalement indépendant et Jérôme Jarre n'est pas C'est une du tout enquête. voilà, c'est plus une enquête. Donc les deux premiers, c'est plus, voilà, on s'attend à voir effectivement que tout va bien, tout est rose, que voilà, mais il n'y a pas forcément un recul de prix sur à la fois la carrière de Squeezie et à la fois cette agence d'influence qui fait de l'influence. Donc avec le regard d'un journaliste, c'est pas vraiment du journalisme. C'est plus, voilà, ils se sont fait plaisir, ils ont eu l'opportunité de parler d'eux. C'est très bien puisque ça met en lumière l'influence et la creator economy comme on aime l'avoir en France, mais ça reste quand même des sujets qui sont autoproduits. Donc ça n'a rien à voir avec le journalisme. En revanche, le document sur Jérôme Jarre, là c'est déjà un regard beaucoup plus d'enquête et beaucoup plus de journalisme parce que c'est coproduit par Brut, il me semble. Et Oui. surtout, ce qui est intéressant, c'est que il y a pas Jérôme Jarre dedans. Jérôme Jarre, il a pas voulu prendre la parole dans ce documentaire. Il a davantage pris la parole ensuite sur les réseaux sociaux pour apporter sa défense et donc clic. Donc c'est intéressant de voir la manière dont ces plateformes prennent un peu, évoluent sur tout ce secteur-là pour aller toucher voilà, les personnes qui consomment les contenus de ces créateurs de contenu. Mais je pense qu'il y a encore d'autres façons de faire et d'autres sujets qui sont sur le feu et qui vont émerger ces prochains mois. Tu as lancé récemment Tendancial. Est-ce que ça participe aussi à cette volonté d'informer? Est-ce que c'est un moyen de te financer et de financer le média que tu proposes, en plus du café de l'Internet dont tu pourras parler aussi?
Ouais, alors Tendanciel, c'est pour permettre à nos éditeurs de comprendre ce que c'est une plateforme où chaque jour on publie les tendances des réseaux sociaux, donc les tendances sur Instagram, TikTok et LinkedIn. L'idée, en fait, c'était en effet d'un petit peu trouver une manière à la fois de monétiser notre travail sur les gens d'Internet et d'apporter un regard un peu plus professionnel sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Avec les gens d'Internet, donc comme je l'expliquais, c'est un média, donc on va chercher l'actualité, puis on va en parler, on va faire des interviews, on va faire des reportages, etc. Mais il y a tout un tas de sujets dont on parle pas forcément sur les gens d'Internet, tout un tas de sujets qu'on consomme sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, qu'on voit tous les jours passer. Et dans l'équipe, voilà, on s'échange un petit peu les vidéos qui nous font rire, les posts qui nous font rire ou qui nous ont intrigués. Mais toute cette matière-là, toute cette information, on n'en fait jamais rien. Et on s'est dit, c'est dommage de ne pas savoir quoi en faire et de ne pas trouver un format ou un moyen d'en parler. Et le deuxième point qui nous a fait penser à lancer Tendanciel, c'est que une grande partie de nos lecteurs arrivent toujours avec une question quand on ne les connaît pas, c'est mais comment vous arrivez à faire toute cette veille? Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous nous partagez tout? Et donc la réponse est de leur dire, bon, bah, on passe forcément beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais on ne vous partage pas tout. Et donc l'idée avec Tendanciel, c'est de leur partager en fait une partie de notre veille, une partie de ces contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui nous semblent pertinents pour aider à la fois les professionnels et le grand public à mieux comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc Tendanciel, c'est vraiment un outil de veille sur les réseaux sociaux où, au lieu de passer des heures, au lieu de se perdre le soir sur TikTok, eh ben nous, on met sous le nez de nos utilisateurs ces vidéos qui sont à voir le jour J où on les a publiées. Et en parallèle, pour compléter un peu toute cette offre, donc le café, les gens d'Internet qui est le média, Tendanciel qui est notre plateforme, accessible via un abonnement, donc ce qui nous permet également de financer un petit peu toutes ces heures passées sur les réseaux sociaux. Et en troisième, on a le Café de l'Influence, qui est notre événement qu'on a co-construit avec Estelle Ducommun, qui habite en Espagne, à Barcelone, et qui, pareil, dans la continuité de ce qu'on souhaite faire. Donc avec les gens d'Internet, on a créé un média où on fait de la veille chaque jour, mais c'est sur Internet. C'est encore quelque chose qui est digital. Et on voulait vraiment quelque chose de physique, où on puisse rencontrer et puisse se faire rencontrer tous les experts de ce secteur-là autour de sujets et de tendances liées aux réseaux sociaux. Donc on a imaginé des rendez-vous assez réguliers tout au long de l'année pour faire en sorte que les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, les marques, les agences, les freelances et puis toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le monde de l'influence puissent se retrouver autour d'un café, autour d'une bière, autour d'une coupe de champagne et pour venir écouter des conférences etc. Donc c'est vraiment deux projets qui viennent soutenir ce qu'on fait déjà sur les gens d'Internet et qui nous permettent d'être vraiment un acteur, on va dire, un acteur dynamique du secteur de la creator economy. Est-ce que vous avez une vocation aussi à former les personnes, les professionnels, que ce soit à la fois les créateurs ou les personnes qui sont dans des agences, les communicants, Alors, ou même les journalistes? On n'a pas de formation dédiée vraiment spécifiquement aux professionnels de ce secteur-là ou aux journalistes ou à toute Mais personne éduquer, qui je veux sont... dire, dans le sens éduqué. Ouais, alors effectivement, via déjà les gens d'Internet, c'est ça aussi, c'est à la fois proposer de la veille, mais aussi d'expliquer. C'est-à-dire que dans nos articles, on explique les sujets de A à Z pour que une personne qui tombe dessus puisse comprendre, même si elle évolue pas dans ce secteur-là. Donc il y a déjà ce volet éducation sur le site Les gens d'Internet, et il est encore plus présent lors des cafés de l'influence, ou même si c'est des conférences pointues, c'est-à-dire qu'on va pas on va pas expliquer ce qu'est un créateur de contenu, son métier, on va plutôt aller sur de la stratégie, c'est-à-dire en 2024, être créateur de contenu, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous vous monétisez? Quelles sont les nouvelles tendances qui arrivent? Comment est-ce que vous créez votre contenu, etc. Mais il y aura toujours un volet explication pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc vous n'êtes pas dans la formation. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans ce créneau-là. Quel est ton regard là-dessus, les créateurs ou les formateurs qui proposent et qui invitent, par exemple, les créateurs à se lancer et à gagner 5 000 euros par mois dès le premier mois en suivant leur formation Est-ce que pour toi, créateur, c'est un métier facile, hyper accessible, que ce soit UGC ou créateur influenceur? Alors pour moi, la formation, en tout cas les formations qui devraient voir le jour, elles ne devraient pas être dédiées à comment devenir créateur de contenu. Parce que tu deviens créateur de contenu une fois que tu as compris le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc les formations qui devraient avoir lieu et qui devraient être créées, c'est
comment devenir un professionnel des réseaux sociaux, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment trouver ma voix, comment filmer, faire des photographies, suivre un petit peu les évolutions des plateformes, construire une communauté. C'est tous ces sujets-là, en fait, qui sont ultra précieux pour à la fois évoluer dans le secteur de la créateur économie et peut-être un jour espérer devenir créateur de contenu. Mais partir du point de départ en disant on va t'aider à devenir créateur de contenu et tu vas gagner X milliers d'euros par mois, je pense que c'est bien, ça fait rêver, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça, parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui sont créateurs de contenu, mais qui gagnent pas des milliers d'euros et qui pourtant sont très heureux d'être sur les réseaux sociaux, très heureux d'avoir quelques partenariats par-ci par-là, mais en tout cas, leur raison d'être sur les réseaux sociaux, c'est surtout d'avoir une passion à partager avec une communauté. Donc, je pense qu'il y a déjà, en premier lieu, toute une formation pour expliquer ce que sont les réseaux sociaux, à quoi est-ce qu'ils sont destinés et comment est-ce qu'on se professionnalise sur les réseaux sociaux. Ce qui aiderait aussi beaucoup à avoir des profils un peu plus experts de l'influence ou du social media émerger en France. Mais voilà, ces formations, moi, j'y crois pas forcément. C'est plus de formation sur le côté rendons davantage professionnel ce monde-là. Est-ce que tu penses que les écoles ont pris ce sujet en main? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Est-ce qu'il y en a aussi qui viennent, par exemple, au Café de l'Influence euh, pour s'intéresser à ces sujets, pour pouvoir proposer justement des formations adaptées à l'ère du temps à leurs étudiants? Alors, en termes de cursus et de formation, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'écoles qui s'intéressent à la créateur économie, au monde de l'influence, parce qu'ils voient que c'est à la mode. Qu'en gros, c'est un sujet jeune, donc il faut C'est le forcément métier en de rêve des parler. enfants. Voilà, c'est un métier qui va devenir, enfin, c'est un métier qui fait rêver tout le monde, etc. Donc, il faut forcément en parler. Sauf que dans les faits, il y a très peu d'écoles qui ont véritablement des cursus 100% dédiés aux réseaux sociaux et à l'influence. Et pour encore une fois citer l'étude qu'on a fait sur le marché de l'emploi, tu as plus de 50% des professionnels qui travaillent dans ce secteur-là qui n'ont suivi aucun cours dédié aux social media et à l'influence. Donc, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont tous appris sur le terrain. Parce que quand tu regardes dans les brochures des écoles, quand tu es dans un cursus marketing ou communication, il y a bel et bien des sujets qui tournent autour du social media ou de l'influence, mais ça va être 3 heures par-ci par-là et ça va être balayé en quelques semaines parce que on va préférer parler de communication plus traditionnelle, moins digitale, etc. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a véritablement, encore une fois, un besoin de professionnaliser tous ces nouveaux, tous ces étudiants qui vont devenir professionnels par la suite et qui s'intéressent évidemment à ces sujets-là, mais qui n'ont pas toutes les clés en main pour comprendre véritablement comment est-ce qu'ils peuvent évoluer dans ce secteur-là. Parce que pour beaucoup, évoluer dans le secteur de l'influence, c'est être créateur de contenu. Alors que finalement, il y a énormément d'autres métiers où tu peux accompagner les créateurs de contenu, où tu peux travailler sur les réseaux sociaux sans être créateur de contenu. Et ces personnes qui veulent devenir communicants ou qui veulent et travailler dans des équipes de marketing, ça peut forcément les intéresser de savoir ce qu'est un talent manager, ce qu'est un chef de projet, ce qu'est un photographe, ce qu'est un monteur, ce qui est, voilà, dans ce secteur-là. Donc je pense qu'il y a encore une fois une méconnaissance de ce milieu qui fait qu'il y a un manque d'intérêt et de réflexion autour de cursus vraiment 100% liés à l'influence et aux social media. Par contre, ces prochaines années, j'espère que ça va arriver. À Paris, il y a déjà une école qui s'appelle Follows, qui est 100% dédiée à ce secteur-là, mais dans leur communication, ils s'en mêlent un peu la pinceau. C'est-à-dire que des fois, ils vont te dire, bon, bah, en suivant notre formation, vous allez pouvoir devenir créateur de contenu et faire comme Squeezie. Et d'un autre côté, vous allez pouvoir devenir professionnel de l'influence et travailler aux côtés de créateurs de contenu. Bon, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un élève, un étudiant et ses parents qui accèdent à cette brochure-là, ils n'y comprennent rien. C'est, OK, donc je vais pouvoir devenir créateur de contenu ou je vais pouvoir travailler dans le secteur de l'influence. Donc, il y a voilà, encore beaucoup, beaucoup de réflexions à avoir, d'éducation aussi à faire. Et j'invite tous ces professionnels qui évoluent dans le secteur de l'éducation à lire les gens d'Internet, à aller à des événements dédiés au monde de l'influence, à prendre aussi le temps d'échanger avec tous les professionnels, que ce soit des créateurs ou des personnes en agence, pour un peu mieux comprendre les besoins et un peu mieux comprendre comment accompagner les étudiants. Et justement, est-ce que tu penses que les créateurs ont un rôle à jouer là-dedans, dans ce côté formation, éducation, auprès des aspirants, certes créateurs, mais aussi talent manager, miniaturistes, producteurs, monteurs, cadreurs, social media, etc.
Je pense effectivement qu'ils ont un rôle à jouer parce que quand ils parlent de leurs équipes, on ne sait jamais très bien qui est qui fait quoi. Savoir que bah, un tel a un agent, c'est bien, mais l'agent il fait quoi en fait? C'est quoi son métier? C'est quoi être agent de créateur de contenu? C'est un terme qui pareil peut faire rêver, mais concrètement, c'est quoi son travail au quotidien? Pareil, quand il y a un monteur ou il y a un miniaturiste, bon bah c'est bien, mais comment est-ce qu'ils accompagnent les créateurs de contenu? C'est quoi en fait à la fois leurs compétences, leurs qualités et ce qu'ils proposent aux créateurs de contenu. Donc, à la fois de la part des créateurs de contenu, mais aussi à la fois de la part de tous ces professionnels qui les accompagnent, je pense qu'il y a un besoin de rendre plus clair en fait les équipes autour des créateurs de contenu et arrêter parfois aussi de se cacher derrière ce créateur en disant bon bah nous on est dans l'ombre et on veut pas qu'on nous voit, on veut pas qu'on nous entende parler, qu'on entende parler de nous, etc. Ok, c'est très bien, mais par contre, pour des personnes qui s'y intéressent vraiment, elles ont envie de savoir qui sont ces équipes, combien il y a de personnes, ce qu'elles font au quotidien. Ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, c'est un peu bizarre de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes ne veulent pas forcément prendre la parole ou veulent pas forcément expliquer leur, euh, leur méthode de travail parce que c'est pour elle, en tout cas, parfois, raconter un peu l'envers du décor qui ne devrait pas être raconté. Alors que l'envers du décor, en fait, c'est ce qui peut être intéressant et ce qui peut faire en sorte que le secteur peut davantage évoluer, peut davantage grandir, se professionnaliser et surtout attirer des talents dont on a besoin pour faire en sorte que ce secteur grandisse. Donc je pense qu'effectivement, les créateurs de contenu, ils ont parfois un rôle à jouer quand ils présentent leurs équipes. Est-ce que tu penses que ce manque de transparence peut être lié à une certaine réticence, notamment au vu du traitement médiatique? On n'a pas forcément envie de se mettre en avant et de dire on travaille pour tel ou tel créateur, ou alors parce que ce sont en fait peut-être aussi des gens qui sont timides et qui n'ont pas envie d'être dans la lumière, et c'est pour ça justement qu'ils ont choisi ce côté-là de la créateur économie plutôt qu'être devant la caméra. Ils sont derrière et ça leur va très bien parce que bah euh, ils sont pas faits pour ça ou ils pensent ne pas l'être. Non, mais bien sûr, il y a ces personnes-là qui pensent ne pas l'être et qui n'ont pas du tout envie d'être devant la caméra. Et c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que parfois je me dis, dans ce secteur, si on veut le rendre davantage moins flou, bah, il y a tout intérêt en fait à mettre en avant ces bonnes personnes pour éviter de continuer en fait à avoir ces préjugés, ou en tout cas que certaines personnes continuent à avoir ces préjugés, c'est-à-dire que dire les réseaux sociaux c'est pour les petits jeunes, l'influence c'est les stars de télé-réalité. Bon bah non, en fait, il y a beaucoup d'autres professionnels qui sont à mettre en avant et c'est le moment là de prendre la parole pour expliquer ce qu'est ce secteur parce qu'il y a besoin de faire grandir. Après, sur le côté, est-ce qu'on a envie de laisser ça flou parce que effectivement les seuls moments où on a essayé de rendre ça accessible, ça a été mal reçu, ça a été mal mis en avant, etc. Je suis d'accord. Il y a effectivement ce manque de confiance à la fois envers les médias et envers les personnes qui n'évoluent pas dans ce secteur de l'influence. Mais je pense qu'avec le temps, il y a forcément des personnes et des profils qui évoluent et qui ont cette envie aussi de bien faire. Je prends l'exemple des gens d'Internet. Nous, c'est notre envie aussi. On est des journalistes, mais par contre, on n'a pas envie de traiter de la polémique H24. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et de faire comprendre comment ce secteur évolue, parce qu'il y a énormément de choses à dire et parce que c'est une industrie qui est créative, qui évolue, qui grandit et qui va être encore présente ces prochaines années. Mais si personne souhaite répondre à nos questions ou souhaite partager de l'information, bon bah au bout d'un moment tu peux pas très bien faire ton travail et tu fais en sorte d'avoir des infos comme tu peux quoi. Donc il y a effectivement ce manque de confiance, mais aujourd'hui je pense qu'il faut aller au-delà pour faire en sorte que ce secteur puisse progresser comme il devrait. J'ai l'impression que tu parles de vécu. Est-ce que tu as vraiment, toi, en tant que spécialiste du secteur, toi aussi, tu as du mal à aller voir et à trouver des personnes pour parler parfois? Alors non, avec les gens d'Internet, fort heureusement, on a réussi à se construire une belle crédibilité. Donc on a de moins en moins du mal à accéder à des profils qui sont hyper intéressants, avec qui ont des informations ultra pertinentes à nous partager. Mais je parle plus de ça quand j'étais en rédaction, que ce Ouais. soit au Huffington Post ou avant dans ma précédente expérience, où en fait j'avais notamment dans ma première expérience où j'avais une chef qui voulait à chaque fois que je parle de créateurs de contenu que je demande combien ils sont payés, quels sont le Les salaire fameuses qu'ils questions. gagnent. Voilà, et je n'arrêtais pas de lui dire, mais en fait, c'est pas ça, évidemment, la personne, quand elle va voir cette question-là, elle va me dire non. Et effectivement, dans ce média-là, je n'ai pu faire aucun contenu autour des créateurs de contenu parce que elle voulait absolument cette question-là. Donc,
voilà, je parlais plus de ce vécu à ce moment-là où, en fait, D'accord. quand tu abordes enfin, de la mauvaise manière un créateur de contenu ou une personne qui évolue dans ce secteur-là, bah forcément, il n'a pas envie de te répondre. Ça fait sens. Il y a eu, c'est vrai, pas mal de passifs. Je pense notamment au passage de Squeezie chez Thierry Ardisson. Il y a eu Natou Exactement. dans On n'est pas couché à l'époque. Il y a eu pas mal euh, de passifs qui étaient aussi dus au fait que bah, le métier émergeait sans doute. Et donc là, pour le coup, les journalistes n'y connaissaient absolument rien. Et C'était s'y vraiment, sont ça sortait donnés de à nulle cœur part. joie. Voilà, ils Ouais, s'y sont ouais. donnés à cœur joie parce que voilà, c'était des petits jeunes, qu'ils n'étaient pas du tout habitués à parler dans les médias et que les questions voilà, ils savaient pas comment réagir. Et les questions étaient quand même assez, en tout cas aujourd'hui quand on les regarde, assez ahurissantes. Mais effectivement, c'était comme ça, en tout cas il y a quelques années, qu'on parlait de créateurs web dans les médias. Toi, comment tu vois l'avenir justement par rapport à ce milieu-là, par rapport à l'information, à la formation? Est-ce que tu penses que ça va devenir vraiment quelque chose de d'aussi normal que des études pour devenir, je sais pas, community manager, un métier qui n'existait pas non plus avant les réseaux sociaux? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'éducation et de formation à faire parce qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas les réseaux sociaux, leur fonctionnement, ce qu'on peut y faire en termes de communication, de marketing. Quand on est dans le secteur, on a l'impression que tout le monde comprend, mais en fait, quand on en sort un peu et qu'on a toujours les mêmes questions, mais ok, donc bah, si je prends l'exemple du média, c'est toujours la question, mais il y a vraiment des actualités là-dessus. Qui sont les professionnels Hmm. qui te lisent, pourquoi ça les intéresse, etc. Donc, faut toujours voilà, expliquer, et même au niveau des annonceurs ou de la jeune génération, faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est pas inné pour tout le monde et que ça ne risque pas de l'être encore pour une partie des Français. Donc je pense qu'il y a encore toute une partie d'éducation à faire. Ça devrait passer dans les médias, ça devrait être fait en tout cas en partie dans les médias qui ont aussi ce rôle d'expliquer les grandes tendances, les phénomènes de société, et ça c'en est un, donc ils ont tout intérêt à l'expliquer. Et ça peut aussi passer par une plus grande professionnalisation de ce secteur. On l'a vu l'année dernière, notamment avec l'arrivée de la loi sur les influenceurs. Mine de rien, même si c'était un sujet stressant pour les personnes qui évoluent dans ce secteur-là, ça a permis quand même de mettre en avant auprès d'une partie du grand public que le secteur de l'influence, c'est une industrie, c'est une économie qui va très bien en France et qui grandit d'année en année, mais qu'il y a énormément de professionnels qui évoluent et pas que des créateurs de contenu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'agences, l'UMIC notamment, qui a été mis en avant, etc. Donc tous ces sujets d'actualité vont permettre à cette industrie de grandir. Et ces prochaines années, il va y avoir notamment des débats au niveau européen pour savoir comment encadrer les réseaux sociaux au niveau européen. Donc je pense que ça aussi, ça va être mis sur le devant de la scène. Il y a tous les sujets autour de TikTok et de savoir bah, comment est-ce on intègre cette nouvelle application qui est d'origine chinoise dans une industrie qui est beaucoup plus occidentale. Notamment l'année dernière, il y a eu toute une commission au Sénat en France qui a été dédiée à TikTok. Donc c'est pareil, tous ces sujets-là, des sujets qui intéressent en fait des personnes qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, puisque les personnes qui s'intéressent au Sénat, c'est des politiques, des patrons haut placés, etc., mais pas le grand public ou en tout cas les personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc ça donne également une belle visibilité à ce secteur-là, puisque plus on se pose de questions, plus on montre que cette industrie a une place majeure en France, et plus elle va grandir et faire en sorte de se développer. Donc je pense qu'il va falloir encore être un peu patient, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Moi, j'étais persuadée il y a 5 ans avant le Covid que l'influence allait être compris par tout le monde et que dans les grands groupes de presse, on allait devenir des journalistes spécialisés, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas 5 ans après. Donc, tu vois, ça prend du temps. Et Ouais. il faut pas oublier que finalement, cette industrie, elle a 15-20 ans. Si on regarde par rapport à d'autres industries qui sont là depuis des siècles ou des dizaines et des dizaines d'années, c'est encore un truc qui est très très jeune. Donc laissons-lui le temps et regardons ça dans 5-10 ans. Et je pense que là, il y aura effectivement un beau gap de marqué. Très bien. Et pour conclure, bah, je t'invite à nous donner les prochaines dates pour le Café de l'Influence, si tu les as déjà, pour peut-être que des gens puissent venir bah, te rencontrer, mais aussi rencontrer tous les intervenants que vous allez inviter et qui, je le suis sûr, seront très intéressants.
Exactement. Alors, le Café de l'Influence en 2024, il revient tous les mois à Paris et à Barcelone. Donc, si jamais vous êtes en Espagne, n'hésitez pas à aller à nos Cafés de l'Influence en Espagne. Le premier à Paris, il aura lieu le 25 avril chez Publicis pour parler des relations, de l'évolution des relations entre les influenceurs, les agences et les marques. Le second, il aura lieu le 20 mai et ce sera sur les campagnes de conversion, donc les campagnes réalisées avec des influenceurs pour vendre davantage de produits. Et le suivant aura lieu le 23 juin et portera sur l'affiliation. Et ensuite, il y en aura un en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Mais là, je t'avoue que je n'ai plus les dates bien précises. Et en Espagne, ça commence au mois de mai. Ça commence le 23 mai et le 20 juin. Donc, n'hésitez pas à aller. Et puis, cette année, il y a plein de nouveautés niveau Café de l'Influence. Au-delà de notre ouverture en Espagne, il y a aussi le lancement du prix de l'influence où on invite les annonceurs, les agences et les équipes de freelance à déposer et à présenter leur campagne pour recevoir un prix du Café de l'Influence. Et d'ailleurs, Alexandre, tu as été convié pour faire partie du jury. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Bah, c'est toujours un plaisir. Et puis, à mon tour, merci pour tout ce que tu fais, puisqu'on doit le dire, et tous les exemples que tu nous as cités aujourd'hui montrent que bah, tu es une des actrices qui contribue à la professionnalisation du secteur, mais aussi à sa crédibilisation. Et je pense que c'est important. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans ce premier épisode. Merci Myriam. Merci, Alexandre.